Bienvenue à tous à cette nouvelle conférence de la CCMO. Je suis ravie de vous accueillir et de voir que vous êtes nombreux connectés ce soir. On se retrouve à nouveau pour parler du sommeil. Donc, un sujet qui nous touche tous de près ou de loin. Nous allons aborder le bien dormir avec mes collègues. Donc, je vais vous présenter Laurence. Bonjour à tous. Laurence interviendra sera notre expert ce soir pour répondre à nos questions. Elle nous expliquera comment conserver une bonne qualité de sommeil dans les périodes où on est plutôt contrarié, préoccupé, voire même inquiet pour l'avenir. Et puis, elle nous donnera des conseils et des outils pour apprendre à bien gérer les nuits difficiles au quotidien. Je vois que notre collègue Xavier Lardeux, notre directeur commercial et marketing, est connecté. Je suis ravie de l'accueillir. Bonsoir Xavier. Bonsoir Élise, bonsoir à tous. Xavier, est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots ce soir? Écoute, merci Élise de me donner la parole. Oui, ravi de vous voir aussi nombreux par rapport à un sujet important. Pour nous, CCMO Mutuelle, au-delà de notre métier, hein, nous avons toujours eu à cœur de prendre soin de la santé physique et psychique de nos adhérents. C'est pourquoi le sujet du sommeil, hein, que vous allez aborder avec Laurence est très important. Qu'est-ce qui nous empêche de bien dormir? Que peut-on faire pour bien dormir? Sur quoi on peut agir? On va en discuter. Notre cycle circadien, que faut-il faire ou ne pas faire, hein, aussi pour bien dormir? Le sommeil est, je pense, important pour soi-même, pour notre santé, et je pense aussi par rapport à notre relation aux autres. Alors, comme vous tous, c'est pourquoi je vais suivre attentivement la conférence pour pouvoir bénéficier des conseils de notre sophrologue. Merci Xavier. Donc, avant de commencer, je vous invite tous à poser vos questions via la messagerie. Je les consulterai au fur et à mesure et en fonction des thématiques, je les poserai. Sinon, je les poserai en fin de conférence. Si vous rencontrez des difficultés de connexion, vous entendez mal, passez également par la messagerie. Mes collègues les liront et puis essaieront de faire de leur possible pour vous répondre. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, Laurence. Ma première question, est-ce que c'est possible de bien dormir dans les périodes où on est préoccupé? Alors, merci Élise pour cette question qui est effectivement délicate et au cœur un peu du problème du sommeil. Quand cette conférence a été annoncée, vous avez rappelé, la CCMO a rappelé, donc on estime aujourd'hui qu'à peu près un Français sur 3 dort mal ou en tout cas rapporte des difficultés, des troubles du sommeil qui peuvent être transitoires et parfois de manière plus longue et parfois plus chronique. Tu as eu la gentillesse, Élise, de me présenter tout à l'heure comme une experte du sommeil. Alors, je ne sais pas si je suis une experte du sommeil, je suis en tout cas quelqu'un qui dort très bien, mais surtout, je suis sophrologue et ça fait 20 ans que ces sujets m'intéressent et que j'essaye de voir, y compris avec les personnes que j'accompagne, comme c'est le cas avec la CCMO depuis un certain nombre d'années, comment on peut par soi-même améliorer son sommeil. Donc, sur la question que tu posais, effectivement, c'est possible de bien dormir, y compris quand on est contrarié ou quand on rencontre des périodes de difficulté. Et j'ai envie de dire, même c'est souhaitable. Parce que le sommeil, c'est la fonction récupération du corps. C'est-à-dire que notre corps, si je compare avec notre téléphone, hein, notre téléphone, au bout de quelques heures, il va manquer de batterie et on va le recharger pour qu'il puisse récupérer son énergie. Et bien nous, c'est exactement la même chose. On a besoin de récupérer notre énergie. Cette énergie, c'est d'abord une énergie physique, hein, contre la fatigue. C'est aussi une énergie mentale. Xavier Lardeux le disait tout à l'heure, c'est important par exemple pour avoir des bonnes relations avec les autres de bien dormir parce qu'on voit bien que quand notre sommeil se dégrade, on est un peu plus irritable, ou on va être un peu plus triste, on va peut-être un peu de temps en temps manquer de motivation, être moins enthousiaste. Donc oui, c'est possible de récupérer un bon sommeil
c'est souhaitable. Et c'est vrai que c'est peut-être un peu plus difficile ces derniers temps, parce qu'on sort quand même de 3 années qui ont été difficiles. Je pense bien évidemment aux gros stresseurs qu'on a tous connus il y a 3 ans presque de date à date, qui est le début de la crise sanitaire, qui n'est pas encore complètement fini, puisque dans certains secteurs, elle a encore des conséquences. Et puis, tout ce qui s'en est suivi, et si on prend ne serait-ce que ces dernières semaines ou ces derniers mois, les événements, par exemple, de l'actualité, hein, ça peut être la guerre en Ukraine parce que ça nous touche, ça nous fait de la peine, ça peut être un tremblement de terre en Turquie où vraiment on est absolument ému de voir des familles qui se trouvent décimées. C'est quelque chose qui va nous affecter et qui forcément peut se répercuter sur le sommeil. Et puis, ça peut être des préoccupations très quotidiennes qui concernent notre vie de tous les jours et même notre pouvoir d'achat, puisqu'on sait bien que l'inflation, c'est aujourd'hui un problème pour tout le monde. Donc, ce sont autant de raisons de mal dormir et pour autant, on va essayer de retrouver un bon sommeil. Alors, effectivement, je vois que tu as projeté, je pense que tout le monde le voit, j'espère en tout cas, cette petite proposition, puisque on donne toujours un peu le mode d'emploi d'un bon sommeil. Est-ce qu'il y a des prérequis pour bien dormir? Alors, Excuse-moi, j'ai été interpellée par mes collègues. Oui, oui, effectivement. Est-ce que tu peux nous parler, s'il te plaît, justement, des choses très importantes à mettre en œuvre ou à éviter pour pouvoir bien s'endormir? ok. Avec plaisir. Alors, moi, je ne suis pas médecin, donc je ne vous donnerai pas les recommandations médicales de base, bien que je suis sûre que vous les connaissez, comme par exemple éviter le soir des choses qui vont être trop lourdes. Je parle à la fois de ce qu'on mange, mais peut-être aussi de ce qu'on boit, parce que ça peut perturber le sommeil, notamment si la digestion, voilà, ça mobilise une nécessité, on va dire, à digérer beaucoup plus importante, aussi parce que ça va augmenter la température du corps et que si le corps, si on a trop chaud, on va avoir plus de mal à s'assoupir, à trouver le sommeil. On va aussi avoir une moins bonne qualité de sommeil, par exemple, vous savez, hein, si vous êtes sorti, vous êtes allé dîner chez des amis ou vous êtes allé à une soirée, quand on boit un peu trop, hein, sans modération peut-être, ça va jouer sur le sommeil. Moi, je vais vous parler surtout des conditions qui, moi, que je trouve un petit peu de base et qui sont quand même assez faciles à mettre en place par rapport à ce que j'appelle un peu des habitudes. Ça peut être aussi un rituel pré-couché. Alors, la première chose, ce sont les écrans. Quand on parle des écrans, je ne parle pas forcément de l'écran de la télévision parce qu'il est relativement éloigné de nous, hein. C'est rare que vous regardiez la télévision à 30 cm de votre visage. En revanche, vous regardez votre téléphone très près et si vous avez une tablette, hein, alors les liseuses, c'est moins le cas parce que l'éclairage des liseuses est différent, mais si vous lisez sur une tablette, l'éclairage des écrans des tablettes et des téléphones, l'éclairage est trop important et en fait, il va ressembler à la lumière du jour. Et tant que le cerveau pense qu'il fait jour, il ne peut pas favoriser l'assoupissement parce que pour pouvoir s'endormir, il faut que le cerveau sécrète une hormone qui s'appelle la mélatonine. Et cette hormone, c'est celle qui va déclencher le sommeil et l'assoupissement. Or, tant Donc, qu'on pense… même Oui. si on regarde son téléphone dans le noir, Limite, c'est pire, parce que le contraste est beaucoup plus important. Donc, effectivement, dans le noir, on va avoir cet effet de… C'est comme si, en fait, on avait une petite fenêtre ouverte sur l'extérieur. Donc, il fait jour, le cerveau dit « il fait jour », ce n'est pas le moment de s'endormir. Tout à l'heure, Xavier Lardeux parlait des rythmes circadiens, c'est-à-dire l'alternance jour-nuit. On est fait plutôt pour dormir la nuit. Alors, les gens qui ont des horaires postés, hein, qui vont travailler en horaire décalé. Pour eux, c'est un petit peu plus difficile, mais en tout cas, si on garde une lumière allumée, ça va être plus compliqué. C'est valable aussi pour les enfants, par exemple. Les enfants, pour se rassurer, parfois demandent une lumière. Alors, c'est bien d'avoir une veilleuse, voilà, une toute petite lumière, mais garder la lumière allumée ou la lumière du couloir allumée, c'est pas super. Autre chose auquel je vais vous proposer de faire attention, c'est l'activité sportive. Alors, l'activité sportive est bonne pour le sommeil. Elle est particulièrement favorable à une bonne qualité de sommeil si on fait du sport le matin. On a remarqué, ça peut être le cas le week-end par exemple, qu'une pratique sportive le matin, ça fonctionne. Ça va vraiment améliorer la qualité du sommeil. La pratique sportive jusqu'à, allez, on va dire 20 h, 21 h grand maximum, c'est encore possible. En revanche, plus tard, ce qui va se passer, c'est qu'on s'échauffe, hein, on transpire,
Donc, il va y avoir à nouveau une élévation de la température du corps. Et le temps que ça redescende, il faut une bonne heure, hein, si ce n'est 2, pour arriver à nouveau à un état de détente et de calme. Donc ça, ce n'est pas forcément favorable à une bonne qualité de sommeil. Et on va éviter de faire du sport trop tard le soir. En revanche, ce qui peut favoriser, c'est de créer les conditions. Alors évidemment, les conditions idéales du sommeil, ce serait le calme. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est-à-dire l'absence totale de bruit, qui n'est pas toujours possible, hélas, mais au minimum, la pénombre. Je parlais des petites lumières. Alors oui, une lampe de chevet que vous allez éteindre au moment de vous endormir, ce n'est pas du tout un souci. Pensez à fermer vos volets, à vraiment tirer vos rideaux, à avoir des rideaux occultants, hein, qui coupent la lumière, pour être le plus possible dans la pénombre. Même chose pour les enfants, les habituer à s'endormir dans le noir. Alors même s'ils ont un petit peu peur au début, c'est vraiment être sûr d'avoir une bonne qualité d'endormissement et du coup une bonne qualité de sommeil. Les bruits sont quasiment inévitables, ils font partie de notre environnement. On peut habiter dans un endroit très très calme et puis tout à coup entendre une ambulance, une moto qui passe dans la rue, etc. Les bruits ne devraient pas être un problème par rapport au sommeil, sauf si on est hyperacousique. Et on a remarqué que c'est quelque chose qui s'est accentué depuis la période du Covid, de même que l'hypervigilance, hein, c'est-à-dire le fait que la vigilance remonte, on est beaucoup plus attentif à ce qui se passe. Ben, nos oreilles, c'est pareil, elles sont beaucoup plus sensibles au bruit. Donc il faudrait à nouveau s'habituer finalement à laisser les bruits de côté. Mais au minimum, la pénombre et le calme. Et alors, il y a un problème qu'on peut avoir en termes de calme, c'est quand on dort à côté de quelqu'un qui ronfle. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, je vous laisse gérer en fonction de la manière dont vous voulez vivre ça dans votre couple. Parfois, ça peut être s'endormir en décalé, hein, c'est-à-dire que celui qui ne ronfle pas peut-être va se coucher en premier, ou tout simplement d'avoir des petits bouchons d'oreille ou des petites boules en mousse ou en cire type boule pièce pour occulter si ça vous convient. Dans la chambre, je déconseille, vous savez, le radio-réveil avec des gros chiffres lumineux bien visibles pour 2 raisons. La première raison, c'est la lumière, parce que ça peut maintenir un petit effet lumineux dans une chambre qui va être très sombre. La deuxième raison, c'est de ne pas se stresser quand on se réveille la nuit en réalisant par exemple qu'il est 2h30. Et qu'on se dit, il est 2h30, je dois me lever à 6h ou à 7h et il faut absolument, absolument que je me rendorme rapidement parce que sinon demain je vais être fatiguée. Alors, ce qui est vrai, mais d'avoir ces chiffres qui défilent à chaque instant sous vos yeux, ça peut être un facteur anxiogène, hein, ça peut augmenter justement l'appréhension, la peur de ne pas dormir ou de ne pas s'endormir. Et je le répète, on est tous capables de bien dormir. Le sommeil est une fonction qui est complètement physiologique. On est prévu pour dormir. Donc, il faut vraiment, on a vraiment cette capacité à bien dormir. Ça peut être transitoire, les troubles du sommeil. C'est normal de moins bien dormir si on a été contrarié au travail, si on a quelque chose voilà, qui nous perturbe. En revanche, ça peut pas durer. Il faut s'efforcer que ça ne dure pas. Donc, ce qu'on va voir, c'est que la dernière condition idéale pour bien dormir, c'est de réussir à réunir 2 ingrédients, c'est-à-dire concomitamment, à la fois le relâchement physique, hein, la détente physique, la décontraction, le fait qu'on arrive à relâcher le corps, ce qui normalement est le cas quand on est allongé, hein, on n'est plus obligé de tenir son corps. Là, je me tiens par exemple pour être assise, pour être droite devant vous et pas complètement avachie. Donc, j'ai certains muscles qui sont en tension. Quand vous êtes allongé, vous allez pouvoir relâcher cette tension. Et le deuxième ingrédient qu'on va essayer de réunir, c'est la baisse de la vigilance. C'est-à-dire que pour s'assoupir, il faut que notre vigilance baisse, c'est-à-dire qu'il faut qu'on glisse dans le sommeil. Et parfois, c'est ça qui peut poser problème quand les pensées sont trop présentes. D'accord. Justement, on parle de pensée. Donc, ma question suivante, comment elles fonctionnent, ces pensées?
Alors, ces pensées, alors par exemple, moi je pourrais être contrariée par le fait que peut-être comme toi, je vois qu'il y a quelques personnes qui ont des problèmes de son Oui, et que ça pourrait nous perturber à l'instant présent. exact. Et alors, j'ai vu la même chose, donc mes collègues vont essayer de regarder Voilà, et parce que nous, nous on apporter entend une bien, je solution. vois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore connectées, donc je suppose que la majorité des personnes nous entendent, mais Oui, visiblement, il y a quelques personnes qui ont des problèmes de son. oui. Alors, les pensées, bah, c'est vraiment ce qui va s'inviter parfois à un moment inopportun, en particulier dans notre tête. Alors, je vous ai très rapidement dessiné le cerveau. Notre cerveau, c'est un outil fabuleux, hein, vraiment, il va nous permettre tout au long de la journée. Ah, on entend mieux maintenant. Voilà, je suis ravie de le savoir. Merci en Ah, tout cas, ouais, merci de nous le dire, Marie-Christine. Donc, le cerveau travaille toute la journée. Voilà, je suis en train de vous parler en même temps que je regarde ce qui se passe sur le chat. Euh, le cerveau accompagne la plupart de nos actions. Donc, dans la journée, on n'a pas trop de problèmes parce que notre cerveau, nos pensées vont être alignées sur ce qu'on est en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de réfléchir, par exemple, à ce que je vais faire le week-end prochain. A priori, je suis concentrée sur ce que je dois vous dire parce que j'ai des notes et puis j'essaye de suivre au fur et à mesure. Donc, dans la journée, alors, ne me demandez pas comment ça a été calculé, mais on estime qu'on produit entre 50 et 60 000 pensées, ce qui est considérable. Mais dans ces pensées, il y a des choses toutes simples comme « Ah, il va bientôt faire nuit » ou bien « Où est-ce que j'ai garé ma voiture ?» ou alors « J'ai envie de boire » ou « J'espère que tout le monde nous entend correctement ». Voilà, donc on va oui. être vraiment… Il y a un flot, il y a un flux de pensées. Donc le cerveau, il marche super bien. Le cerveau marche d'autant mieux que il va pouvoir anticiper. Donc ça, c'est une grosse, j'y reviendrai, c'est une grosse capacité du cerveau humain, c'est vraiment cette capacité à anticiper. Donc première chose, on produit à peu près 60 000 pensées dans une journée, j'ai envie de dire sur 24 heures, et on note tout de suite une idée, le cerveau humain, il ne peut pas s'arrêter de penser de lui-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bouton, vous ne pouvez pas dire à votre cerveau « Ok, tu te mets sur pause et je te rallumerai demain matin ». Parce que déjà, ça, c'est une pensée et ça poserait un problème. Donc, le cerveau, lui, il va toujours être dans le fait d'être dans une certaine vigilance. Deuxième problème qu'on peut avoir avec les pensées, c'est que la nuit, quels que soient les sujets qu'on peut avoir dans notre tête, en particulier, vous savez, je vous ai mis le radio-réveil tout à l'heure à 2h30, si vous êtes réveillé entre, allez, on va dire 2h et 4h, 4h30, qui est un peu le creux qui peut être embêtant pendant la nuit, vous allez commencer peut-être à penser à quelque chose. Vous allez repenser à quelque chose qui s'est passé. Quel que soit ce sujet, il y a un effet loupe. C'est-à-dire que la nuit, c'est complètement déformé. Voilà. Donc, les pensées vont être déformées, exagérées. Et il faut absolument arriver à revenir à des choses beaucoup plus mesurées. Ça, c'est difficile quand on est dans son lit et quand on est immobile, parce que à la fois le cerveau nous signale qu'éventuellement il y a un problème, et dans le même temps, on lui dit on ne fait rien, on est immobile. Et comme on est immobile, en plus, il a de la place et il a du temps la nuit pour pouvoir gambader, penser, etc. Donc, ce qui me permet de vous décrire ce qui se passe habituellement, ce qui peut se passer à certains moments, c'est que si je suis dans mon lit et que je ne dors pas encore, par exemple, je suis en train de m'endormir, ou alors si je suis dans mon lit et que je me suis réveillée, hein, ce qui peut arriver, voilà, tout d'un coup, je me suis réveillée, ce qui peut arriver entre deux cycles de sommeil. Hein. On a des cycles de sommeil qui durent la nuit à peu près entre 1h30 et 2h. À la fin de chaque cycle, il y a ce qu'on appelle une phase de latence. La phase de latence, c'est un réveil léger. Alors, ce réveil léger, il sert habituellement à nous permettre de faire quelque chose qui serait utile, éventuellement entendre un bruit, mais ça peut arriver, se lever pour aller boire un verre d'eau, se lever pour aller aux toilettes, etc., ou tout simplement se retourner, changer de position et se rendormir. Dans cette phase de latence, si vous accrochez une pensée, si tout d'un coup quelque chose remonte à votre esprit, il y a un risque de sortir du sommeil. Et ce risque, il va être dans deux directions. Donc le cerveau, à ce moment-là, il pense rarement « Oh, qu'est-ce que je suis bien dans mon lit ?»
avec ma couette remontée jusqu'au nez, et puis il fait bien chaud et je vais me rendormir. Non, il va plutôt aller chercher, quand on parle des cogitations et des préoccupations, il va aller chercher d'autres choses. Et dans ce qu'il va aller chercher, il a deux possibilités. Donc, soit il va repartir vers le passé, donc il va faire un effort de souvenir. Par exemple, si on est lundi soir, et qu'il repense à quelque chose qui s'est passé dans la journée du lundi, en particulier si cette journée, dans la journée du lundi, que ça soit au travail, en famille ou peu importe, on s'est peut-être un petit peu accroché avec quelqu'un avec qui on s'est disputé. C'est peut-être pas forcément quelque chose de très grave, mais ça nous contrarie. À ce moment-là, on va commencer à cogiter sur le passé et à se remémorer. Moi, c'est ce que j'appelle refaire le match. Donc, on va vraiment tourner en Oui, boucle. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, on va vraiment faire tourner en boucle ces pensées qui sont liées à ce qui s'est passé. Bon, donc ça, c'est la première, j'ai envie de dire, source de pollution des pensées. Donc là, vous êtes dans votre lit, tout va bien, et vous invitez quelque part le passé, et le passé va s'imposer. Et d'ailleurs, le passé, c'est facile, parce que ces souvenirs, on les a réellement, c'est-à-dire que on sait quelles étaient les personnes qui étaient là, on sait ce qui s'est dit, on a le souvenir de remarques, de mimiques, de choses, etc. Donc, vraiment, on se repasse le film. Bon, ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, ça, c'est la grosse capacité du cerveau humain, c'est au contraire de se décaler sur le futur. Et on est dans la nuit de lundi à mardi, et puis on va commencer à penser à demain ou alors jeudi. Par exemple, jeudi, j'ai un rendez-vous, j'ai un entretien important, j'ai quelque chose qui me tient à cœur, ou alors j'ai quelque chose à faire, ou j'ai une grosse charge de travail. Donc là, on se décale dans le futur et on va faire de l'anticipation. Or, le problème de l'anticipation, c'est commencer à parler de quelque chose, à penser à quelque chose qui en fait n'existe pas. Alors, soit cette chose est prévue, elle n'est pas encore là, soit même cette chose n'existera jamais. Ça peut être tout simplement quelque chose qu'on craint à l'avance. Vous avez un rendez-vous important, vous avez peur que ça se passe mal. Vous avez un examen médical, vous êtes un petit peu tendu à l'avance par rapport aux résultats. On ne sait pas ce qui va se passer, mais quand on y pense, alors curieusement, on y pense quand même souvent sur un mode négatif. On va avoir plutôt tendance à anticiper négativement. Moi, si je prends par exemple que ce soit les étudiants, les gens qui passent leur permis de conduire, quelqu'un qui va passer un entretien d'embauche, un entretien d'évaluation, un examen médical, qui va faire quelque chose de nouveau et parfois d'inconnu, à l'avance, on anticipe négativement. Donc, c'est vraiment ça qu'on va essayer d'arrêter pour pouvoir aussi prendre du recul, c'est-à-dire avoir à nouveau de la hauteur par rapport à une situation. d'accord. Mais alors, Laurence, concrètement, je suis dans mon lit, je tournicote sur ma réunion qui s'est mal passée dans la journée ou mon rendez-vous de demain. Je fais quoi? D'accord. Alors, moi, je vais te conseiller plusieurs choses. Alors, ce que je te propose, voilà, c'est de voir ça. Je vous propose 4 pistes. Alors, je ne dis pas que c'est facile, parce que c'est parfois de la rééducation. On est bien cortiqué. Notre cerveau, il est bien habitué, surtout quand on a une tendance à anticiper. On a un bon entraînement à l'anticipation. Donc, ça ne s'arrête pas du jour au lendemain. Ce n'est pas en claquant des doigts où vraiment on va se dire OK, je switch, puis je vais passer à autre chose. Donc, vraiment, les pistes que je vais vous donner, ce sont des choses à tester pour voir un peu ce que ça donne pour vous. Et puis, peut-être commencer, moi, je conseille souvent de commencer par le plus facile. Le plus facile. Alors, la première chose, dans les pensées qui vous occupent, dans les préoccupations, donc on voit bien que dans préoccupation, c'est comme si on avait des petites cases, je ne sais pas, ou des petites boîtes ou des petits dossiers qui s'empilent dans notre tête. Donc ça occupe de la place. Il y a des choses qui tiennent à nous, et puis il y en a qui ne dépendent pas de nous ou qui ne dépendent pas que de nous. Donc première chose, moi je vous incite à essayer dans la mesure du possible de ne pas entretenir par vous-même et de ne pas courir après les pensées qui relèvent du lâcher-prise. Alors, lâcher-prise ne veut pas dire laisser tomber. Lâcher-prise ne veut pas dire laisser faire. Lâcher-prise, ce n'est pas de la négligence, du laisser-aller non plus.
Le lâcher-prise, c'est lâcher, c'est-à-dire ne pas retenir. Et quand je dis ne pas retenir, c'est vraiment ne pas garder ici ce sur quoi on n'a pas de prise. Alors tout à l'heure, on verra, je pense qu'on aura le temps de parler de quelques techniques de sophrologie qu'on peut utiliser, mais il y a un certain nombre de choses, des événements, des situations ou simplement des faits sur lesquels, même si on y pense très fort, eh ben, on n'a pas de prise. Alors c'est par exemple, je vous en ai mis certains, mais il n'y a peut-être pas que ceux-là, les informations. Voilà. Voir des choses dramatiques ou qu'on nous annonce, par exemple, aux informations qu'il va y avoir une grève, que, je ne sais pas, les raffineries vont être occupées et qu'on n'aura plus d'essence dans 8 jours, 15 jours, un mois, peu importe, c'est une information, on n'a pas de prise dessus. Je ne peux rien y faire. Alors, si, ce que je peux faire éventuellement, c'est aller faire le plein de mon réservoir, mais je ne peux pas, par la force de ma pensée, modifier cet état de fait. Même chose pour la météo. Hein, j'écoutais ce matin, je ne sais plus, ça fait un certain nombre de jours où il n'y a pas de pluie en France. Oui, c'est préoccupant, mais si je me réveille la nuit en pensant à ça, alors si je suis agriculteur, c'est une préoccupation importante, mais je n'ai pas de prise dessus. Voilà. Ça peut être aussi l'opinion des autres. Ça, c'est déjà plus important, je trouve, c'est plus proche de nous parce que quelqu'un vous fait une remarque, vous dit, bah, je ne sais pas, Élise, tu as une très jolie veste verte que j'apprécie beaucoup. Si je te dis, par exemple, dis donc, le vert, ça te donne un teint un peu blafard, hein. Ce qui n'est pas vrai. Je trouve que cette couleur te va très bien. Mais si je prends cet exemple, ce qui peut arriver parfois au travail ou de dire, bah, ça, c'était pas terrible, l'opinion des autres, ça reste le point de vue des autres. Voilà. Et que si tu apprécies, par exemple, d'avoir une veste verte, tu as le droit, et que l'opinion des autres, on ne la changera pas. Alors moi, j'ai arrêté à mon âge de vouloir changer les autres. Je peux essayer de les faire évoluer de temps en temps, mais dans le fond, les gens ne changent que s'ils veulent bien changer. Mais l'opinion des autres, ça reste leur point de vue. Et on peut aussi parfois, sur une même situation, avoir deux opinions différentes, exprimer deux opinions différentes et que ça ne soit pas grave. Donc, ce qui est important, c'est votre opinion à vous. L'opinion des autres, lâchez prise. Même chose sur le comportement des autres. Alors, il y a peut-être des choses qui vous révoltent en général. Moi, je sais qu'un comportement qui peut, par exemple, me révolter, c'est tout ce qui va toucher à l'incivisme. Je ne sais pas, les dépôts d'ordures sauvages. Alors, vous allez vous promener, par exemple, ce week-end, si vous êtes allé vous promener en forêt, et puis vous allez voir qu'au pied d'un arbre, il y a des gens qui ont laissé des sacs poubelles. Ou quand vous allez pique-niquer, les gens, ils laissent leur pique-nique sur place. Bah, effectivement, le comportement des autres, c'est quelque chose, on peut se dire, mais enfin, pourquoi les gens font comme ça? Oui, mais on ne peut pas les changer, à part leur dire quand on les voit. Mais j'ai beau y penser, je ne pourrais pas le changer. Et c'est valable, en général, pour tout ce qui concerne le passé. Ressasser le passé n'est plus utile au présent, sauf si on veut en tirer une expérience. C'est-à-dire que si j'ai fait quelque chose ou si j'ai été témoin de quelque chose et que je me dis, moi, la prochaine fois, je ferai comme ça. Ou bien, dans telle situation, j'aurais agi de telle manière. Et à ce moment-là, oui, je peux ancrer, on va dire, une expérience. Le passé, il peut être utile. Mais je ne pense pas que ce soit à 3 heures du matin que ça soit intéressant. Y repenser, voilà, y repenser quand on est tout à fait conscient et capable de réfléchir et d'analyser, oui, ça peut être bien, mais pas la nuit où en fait les émotions vont être très en lien avec le sommeil et en particulier l'anxiété, l'appréhension. Oui, c'est un peu déformé la nuit. C'est C'est ça, amplifié. c'est l'effet loupe. Et c'est toujours amplifié plutôt sur la tonalité de la peur. On a un certain nombre d'émotions de base. Alors, ça peut être la colère aussi. C'est-à-dire une contrariété, c'est-à-dire vous n'êtes pas content par rapport au comportement de quelqu'un, la nuit, ça peut prendre des proportions énormes. Vraiment, on se dit, mais je ne me laisserai pas faire, et voilà ce qui va se passer, et demain je vais l'appeler, ou je vais lui envoyer un mail, et puis on tourne tout ça en boucle. Alors que le lendemain matin, quand on est devant son thé ou son café, on va déjà beaucoup mieux. En revanche, on a mal dormi. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est d'essayer de mettre en place le lâcher-prise. Donc, vous pouvez de vous-même débrancher la prise, non pas des pensées qui vous assaillent, mais de celles que vous entretenez. Parce que si je passe mon temps à passer en revue les choses petit a, petit b, petit c, je mets de l'énergie mentale là-dedans et je fais remonter ma vigilance, je ne peux pas être dans le sommeil. Bon. Autre conseil, autre piste, de traiter les choses comme des informations et de faire attention aux interprétations, notamment quand on parle du passé.
hein. Je parlais tout à l'heure de refaire le match, hein, c'est-à-dire de repenser à quelque chose en se disant « mais telle personne a dit ça, ça veut dire ça. J'ai compris ça. » Oui. Ou bien, quelqu'un est passé à côté de mon bureau et ne m'a pas dit bonjour. Hein, j'ai quelqu'un qui m'a dit l'autre jour, par exemple, dans une entreprise, il trie les déchets, et notamment le papier. Il récupère le papier. Et donc, elle me dit, je ne comprends pas parce qu'en fait, la poubelle papier, on l'a mise devant mon bureau. Bon, pour l'instant, c'est une information. Ce n'est pas parce qu'on a mis la poubelle papier devant son bureau que ça veut dire qu'elle est mal considérée dans son entreprise. Donc, ne pas mélanger un fait, l'information, et en faire une interprétation. C'est-à-dire quelqu'un vous parle d'un carré bleu et vous comprenez que c'est un carré vert. Hein, c'est une image, bien sûr. Ça permet parfois de revenir aux faits, mais ce n'est pas la nuit qu'on peut le faire. Donc, si vous avez besoin d'éclaircir un malentendu et de dire, par exemple, à un collègue ou à une collègue, mais je ne comprends pas, hier tu m'as dit ça et quand je t'ai parlé de ça, tu m'as répondu ça, éclaircissez le malentendu, mais ne faites pas d'interprétation vous-même. Autre piste que j'aime bien, c'est l'idée de relativiser. Alors, relativiser, ça veut dire, le sens du mot relativiser, c'est comparer des choses qui sont de taille différente. D'accord? Et puis, on va réussir à voir quelles sont les plus petites par rapport aux plus grandes. Donc, j'ai envie de dire, mesurer l'importance des pensées. Elles n'ont pas toutes la même importance. Hein. Des pensées qui vont être liées à la santé, je peux comprendre que ce soit important. Si quelqu'un a emprunté votre stylo et l'a mis sur un autre bureau, c'est quand même pas la fin du monde, même si ça vous contrarie. Mais je peux le comprendre si vous êtes quelqu'un de très ordonné. Donc, en apprenant à relativiser, c'est-à-dire à remettre finalement au juste niveau et à sa juste place les événements qui ont pu nous contrarier ou qui peuvent nous préoccuper, ça peut permettre d'atténuer la force des pensées. Alors, je vous donne la phrase magique, moi, qui m'aide beaucoup quand c'est comme ça, parce que ça peut m'arriver, moi je suis un petit poil perfectionniste, donc si tout ne se passe pas toujours exactement comme je l'avais imaginé, prévu, ça peut être un peu contrariant pour moi. Ou si je vois par exemple que quelqu'un a fait quelque chose pas aussi bien que j'aurais voulu, et me dire « ouais, mais j'aurais mieux fait de le faire moi-même », etc. La question que je me pose, qui est un peu la phrase magique, c'est toujours « quelle importance ça aura dans un an ?» Et parfois même, quelle importance ça aura dans une semaine ou dans un mois. Et vous allez vous rendre compte que quand on relativise, il y a des choses qui sont en fait petites comme ça. Alors, elles peuvent être très contrariantes pendant 48 heures, et puis après, elles auront disparu, et franchement, dans un an, vous n'y penserez plus. Et je parlais tout à l'heure du nombre de pensées, du volume de pensées qu'on peut avoir dans une journée. Donc, on estime entre 50 et 60 000 pensées. Vous imaginez bien qu'on ne les retient pas toutes. Eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que le volume de ces pensées, 95% seront là demain. Parce que c'est des pensées du flux de ce qu'on est en train de faire. Donc, d'où l'idée de vraiment minimiser celles qui n'ont qu'une moindre importance. Et ensuite, quatrième piste, ça va être de mettre en place des outils pour travailler sur les pensées, favoriser le fait de moins cogiter, aider aussi à ce que vous ne reteniez pas en permanence dans votre tête tout ce que vous avez à faire et d'avoir ce qu'on appelle cette fameuse charge mentale. Hein, la charge mentale, on en a beaucoup parlé, alors plus par rapport aux femmes, puisqu'en fait, on dit que souvent les femmes, je pense aux femmes qui travaillent, mais pas seulement, hein, on peut être retraité et puis être bénévole dans une association ou bien s'occuper de ses petits-enfants, donc avoir vraiment un agenda assez chargé, et puis passer son temps à se dire, bon, qu'est-ce que j'ai oublié, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc, cette charge mentale, on voit bien que c'est quelque chose qu'on porte et qui est relativement lourd. Et ce n'est pas facile de sortir le tiroir et de le poser sur sa table de nuit le soir avant de s'endormir. Donc, moi, ce que je vais vous proposer, c'est trois choses qui peuvent vous aider en termes d'outils. La première chose, c'est de faire des listes. Qu'est-ce que ça veut dire faire des listes? Alors, faire des listes, c'est par exemple, alors il y a plusieurs manières de faire des listes. Alors pourquoi faire des listes? Parce que s'il y a des choses très courantes et très banales à faire, votre cerveau va les retenir pour que vous ne les oubliez pas. Donc comme il les retient, ça veut dire qu'il va garder ce qu'on appelle une tension attentionnelle, c'est-à-dire qu'il va focaliser une partie de son attention
pour faire tourner ce fichier, comme un fichier d'ordinateur qui continuerait à tourner, pour pas que vous oubliez que, par exemple, demain, il faut que vous alliez déposer, je ne sais pas, les résultats d'analyse chez votre médecin. Je dis n'importe quoi, parce que c'est important, il faut le faire demain. En revanche, si vous prenez un carnet, donc moi j'ai un carnet, j'ai 2 manières de le faire. Soit je le fais à la fin de ma journée de travail. C'est-à-dire que quand j'ai terminé, je vais prendre vraiment un carnet ou une feuille, et puis je vais noter ce que j'ai peur d'oublier, ou bien ce que j'ai à faire le lendemain. Donc je me dis, j'ai telle personne à appeler, j'ai un mail à envoyer, j'ai ça à aller chercher, il faut que je pense à organiser telle chose, je note, je note, je note, je note. L'intérêt étant de faire ce que j'appelle un vide-tête. Hein, c'est comme si, tu sais, Élise, à la maison, parfois, à l'entrée, on a un truc qui s'appelle un vide-poche. Oui. C'est en général un truc à bazar dans lequel tout le monde met un peu tout et n'importe quoi. Bah, votre tête, c'est ça. C'est-à-dire que parfois, s'empile un peu tout et n'importe quoi. Donc, si on commence à les organiser, vous allez voir qu'il y a des pensées, mais on peut quand même en externaliser et en extérioriser un certain nombre. Parce que si c'est marqué sur un carnet ou sur une feuille de papier, le cerveau se rassure et se dit « je ne suis pas obligé de le garder ici ». Donc, soit première solution, avant de terminer ma journée de travail, je fais ma liste, ou alors, je vais la faire le soir avant de m'endormir. Alors, soit je me dis, avant de prendre ma douche, parce que j'estime qu'une fois que je prends ma douche ou mon bain, c'est le moment où je vais vraiment me détendre. Donc, je m'assieds vraiment, je prends 5 minutes, je prends mon agenda, par exemple, et je vais regarder ce que j'ai à faire dans la semaine, ou peut-être tout simplement le lendemain, et je note, je note, je note, je note, je note tout ce que j'ai peur d'oublier. Parfois, ça peut Euh, paraître banal. oui, enfin, Laurence, Oui. si ça m'arrive la nuit de… Ah, alors, tout à fait. Moi, ça m'arrive la nuit. Voilà, Merci. parce que, Merci, voilà, Élise, de je m'en le ramène parler. au sommeil en me disant, bon, maintenant, c'est vrai que la nuit, je me réveille, j'ai oublié de faire ça, j'ai peur d'oublier de faire ça Ouais. demain. Et ben moi, j'ai un carnet sur ma table de chevet avec un crayon de papier. D'accord. D'abord parce que c'est plus facile qu'un stylo. Et dans un demi-sommeil, je note. Mais vraiment, je le note. Parce que sinon, de toute façon, tu ne vas pas t'en souvenir. Les 3 quarts du temps, on l'oublie. Et puis, ça va continuer à tourner un peu. Donc, effectivement, si ça vient la nuit, ne pas hésiter à noter tout de suite, quitte à se lever, par exemple, si c'est au moment où vous vous levez pour aller boire un verre d'eau, pour aller aux toilettes, et qu'il y a une idée qui vous revient, vous le notez sur un bloc, sur la table du salon. Et moi, ça reste, j'essaye, alors, sauf le bloc qui est sur ma table de nuit, mais de toute façon, c'est de côté. Je ne vais pas le garder dans ma tête. Donc, la nuit, ça peut être bien. D'accord. Quand vous avez des choses qui sont plus problématiques, ce que j'appelle un peu des plus gros soucis, ça peut être bien de commencer à réfléchir à ce que j'appelle des plans B. C'est-à-dire que cette chose me fait peur, qu'est-ce que je ferais si ce qui me fait peur arrive? Et d'y réfléchir en pleine conscience. Alors, ce n'est pas forcément agréable, je suis bien d'accord, mais si on parle d'un examen médical, peut-être que vous allez vous dire, peut-être que je prendrai un autre avis. Ou peut-être que je demanderai à mon médecin quoi faire. Ou peut-être que j'en parlerai à des amis, enfin peu importe. Donc, quand on élabore en fait le plan B, c'est-à-dire la réponse à ce qui nous fait peur, on s'autorise d'une certaine manière à lâcher la peur. Parce que la peur, elle dit, pourvu que ce ne soit pas grave, pourvu qu'il n'arrive rien, pourvu que, pourvu que, pourvu que. Et le problème des « et si », c'est que c'est toujours des « et si » catastrophiques. On n'a pas besoin des « et si » catastrophiques. On a besoin d'être simplement apaisé parce qu'on veut qu'on soit physiquement détendu, sinon on est complètement crispé et on veut surtout pouvoir s'assoupir, c'est-à-dire que la vigilance, elle baisse. Donc, si j'entretiens des scénarios catastrophes, ça ne peut pas m'aider à m'endormir. Mais si j'imagine déjà des plans B, alors je ne sais pas, vous passez un entretien ou vous avez quelque chose, vous vous dites effectivement, si je ne suis pas pris, ce qui peut arriver, parce que vous n'êtes peut-être pas le seul candidat, de vous dire, à ce moment-là, je vais revoir mon CV ou peut-être je vais demander conseil à quelqu'un pour voir si, peut-être même je poserai la question de savoir pourquoi je n'ai pas été pris. Et puis, ça peut m'aider à améliorer pour la fois suivante. Donc, voilà, imaginer des plans B, ça rassure beaucoup la peur. Alors, ça ne change pas le futur, mais ça nous y prépare un petit peu. Et ça nous montre surtout, alors pour moi, c'est très, très important en tant que sophrologue, ça nous montre qu'on a des ressources. C'est-à-dire que si tout ne dépend pas de nous, les infos, la météo, l'opinion des autres, en revanche, moi, il y a des choses sur lesquelles je peux agir.
Et c'est vraiment là qu'on va pouvoir de temps en temps utiliser justement, alors la sophrologie, ça peut être la méditation aussi. Je sais qu'il y a des personnes qui vont pratiquer la méditation, pas forcément pour s'endormir, mais par exemple dans la journée, pour s'apaiser, pour trouver un état d'équilibre, ce qu'on appelle souvent un état de pleine présence. D'ailleurs, souvent la méditation, on la conseille plutôt le matin. Je voyais passer, par exemple, dans le fil de discussion, mais tu reprendras les questions peut-être, ou en tout cas certaines des questions, Élise, tout à l'heure. Quelqu'un a parlé du stress. Le stress, c'est inévitable. On ne peut pas empêcher que le stress arrive. On peut être aussi dans un environnement, un climat de travail dans lequel il y a une surcharge de travail. S'il y a une rapidité, forcément, je vais me mettre dans un état de stress. Mais ce n'est pas parce qu'il y a du stress que je ne dois pas bien dormir. La méditation, par exemple, ça va aider le matin pour passer une bonne journée. Et la sophrologie, ça fonctionne en particulier parce qu'en sophrologie, on va apprendre à relâcher le corps. Tout à l'heure, je vous parlais de faire baisser les tensions. Et en sophrologie, on va apprendre à faire baisser la vigilance. Donc, on a les 2 ingrédients ultimes, si je puis dire, pour arriver à rentrer dans le sommeil ou à retourner dans le sommeil, même si on est préoccupé. D'accord. Est-ce que tu aurais des techniques Oui, je vais vous en à nous proposer. conseiller justement à exploiter la nuit peut-être ou le soir, Tout à fait. favoriser un sommeil de meilleure qualité? Alors, la sophrologie, c'est une méthode qui a 60 ans maintenant, donc on commence à avoir un peu de recul, qui a été élaborée par un médecin, par un neuropsychiatre, même si les sophrologues ne sont pas à la base forcément des médecins. Alors, certains médecins sont formés à la sophrologie, mais 90% des sophrologues que je connais ne sont pas médecins, ni même ne pratiquent une profession médicale ou paramédicale. Ils ont été formés à la sophrologie, donc on apprend nous-mêmes cette méthode, on apprend des techniques qui sont extrêmement précises, ce qu'on appelle aussi des protocoles. Alors c'est un mot un peu savant pour dire qu'en fait il y a une manière et il y a un ordre pour faire les choses. Et on les transmet, ces techniques, aux personnes qui viennent nous voir. Donc ça peut être en cabinet, ça peut être sur des groupes, ou ça peut être sur des webinaires comme avec vous aujourd'hui. Donc, cette méthode de meilleure conscience de soi, et j'ai envie de dire de conscience, par exemple, de sa détente, une détente qui peut permettre de s'endormir tranquillement, eh bien, cette méthode, elle repose sur 2 axes. Le premier axe qu'on va essayer d'installer, c'est la décontraction physique, c'est-à-dire le fait de relâcher le corps. Tout à l'heure, je vous disais, le sommeil, c'est la fonction récupération du corps. De même que votre téléphone, vous allez le mettre sur votre chargeur pour recharger la batterie. Les premiers qui ont besoin de recharger, c'est les muscles, les tendons, les ligaments, donc tout ce qui nous aide à faire les gestes dans la journée, à se déplacer, et puis aussi nos organes, les organes qui vont assurer les grandes fonctions du corps. Alors le cerveau, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est d'ailleurs le plus gourmand dans l'activité du corps. Par exemple, le cerveau, il va consommer 20% de l'énergie et notamment de l'oxygène du corps. Donc, on a besoin d'abord de cette récupération physique. Donc, le sommeil est fait d'abord, même en quantité de sommeil, c'est d'abord pour que le corps puisse récupérer. J'ajoute une chose qui est importante, c'est que toutes les fonctions de réparation du corps, notamment si vous vous êtes cassé quelque chose ou si vous vous êtes fêlé ou si vous avez une fracture, la consolidation de votre fracture, elle ne peut se faire que la nuit. Même chose, si vous vous êtes coupé, si vous avez une blessure, la peau, la cicatrisation, ça ne se fait que la nuit. Donc, les cellules, elles vont travailler pour refaire de la peau la nuit. Et en ce qui concerne les enfants, l'hormone de croissance, que les enfants, l'hormone de croissance, en fait, elle se libère la nuit. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, pour bien grandir, il faut aussi bien dormir. La qualité du sommeil chez les enfants, elle participe, ce n'est pas la seule raison, mais elle participe aussi à ce qu'ils puissent se développer correctement, alors se développer sur le plan physique, mais aussi sur le plan psychologique. Pourquoi ? Parce que la fonction sommeil, c'est aussi une fonction de récupération, alors mentale, c'est-à-dire intellectuelle, donc l'effort intellectuel qu'on a pu fournir dans la journée pour travailler, mais ça va être aussi la fonction de récupération psychologique.
Parce que, j'en ai parlé tout à l'heure, dans les relations humaines qu'on entretient tout au long de la journée, ça peut être votre boulangère à qui vous dites bonjour, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, un cycliste ou un motard avec qui vous vous êtes accroché alors que vous étiez en voiture et puis vous avez eu peur de le renverser, puis vous avez eu des bisbilles, hein. Ou ça peut être quelqu'un avec qui vous avez parlé alors que ça s'est bien passé ou ça ne s'est pas bien passé. Dans toutes ces situations, il y a des émotions. Et donc, on va avoir psychologiquement une activité qui va être importante et la nuit, on récupère de ça. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la fonction du sommeil qui sert à faire une espèce de nettoyage psychologique, en particulier la phase du sommeil dans laquelle on va trouver les rêves. Et même si vous ne vous souvenez pas de vos rêves, si vous vous dites « non, non, moi je ne rêve pas », en fait, vous rêvez, mais vous ne vous en souvenez pas. Donc, cette fonction de nettoyage psychologique, elle existe pendant la nuit. Et la sophrologie, ça aide à faire les deux. Donc, si j'arrive à détendre mon corps, comme je vous le disais tout à l'heure, et à aider mon mental à baisser sa vigilance, je vais pouvoir, comme dans un toboggan, glisser dans le sommeil. Donc, pour ça, on a 3 outils qu'on va utiliser de manière privilégiée. Alors, la respiration, l'attention vers le corps, et puis la visualisation. Je vais vous les détailler parce que la respiration, vous allez me dire, vous êtes très gentil, mais je respire tout au long de la journée. Je ne vois pas en quoi ça va changer. Eh bien, oui, ça peut changer parce qu'on a certains types de respiration, des respirations dont on va changer les fréquences. On va par exemple faire ce qu'on appelle des respirations conscientes, puisque la respiration, c'est automatique. Hein, ça fait à peu près 3/4 d'heure que vous m'écoutez. Alors pour certains, plus ou moins bien en fonction du son, mais en tout cas, pendant 3/4 d'heure, vous allez respirer sans y faire particulièrement attention. Donc, ce qui veut bien dire qu'on n'est pas obligé de faire attention à sa respiration, sinon ça sera un vrai job à temps complet. Mais à certains moments, on va modifier la respiration. Donc, la première chose qui peut vous aider dans n'importe quelle circonstance, que vous soyez énervé, stressé, fatigué, préoccupé, la première chose, c'est de ralentir le rythme de votre respiration. C'est-à-dire de faire exprès de respirer plus lentement que ce que vous faites habituellement. Et quand je dis plus lentement, on dit à peu près, par exemple, on va essayer d'inspirer pendant 5 secondes et puis d'expirer pendant 5 secondes. Donc ça va être vraiment une respiration qui fait un petit peu comme si on montait, on passait des montagnes russes. Alors, je ne vais peut-être pas prendre des montagnes russes parce que ce n'est pas très relaxant, mais on peut imaginer, par exemple, que ce sont des vagues, hein, comme si on prenait une vague et puis on redescend cette vague. On reprend la vague suivante et puis on redescend cette vague. Donc, on va faire 5 et 5. Donc, des respirations lentes. On peut aussi encore aller plus loin. Par exemple, on va inspirer pendant 5 secondes et puis on va expirer encore plus lentement et plus doucement. Par exemple, on va essayer d'aller jusqu'à 8 ou 10 secondes. Donc, on inspire à peu près pendant 5 secondes et puis on expire sur 8 à 10. Et quand vous essayez de faire ça pour vous endormir ou vous rendormir, moi, le conseil que je vous donne, c'est d'écouter le bruit de votre respiration. Et ça, vous allez l'entendre. Parce que, surtout, si votre chambre est plutôt calme, ce qui est souvent le cas. Alors, dans la journée, on va l'entendre moins. La nuit, on l'entend vraiment très bien. Et puis, ça évite de vous focaliser sur les bruits de l'extérieur. Donc, si je commence à écouter le bruit de ma respiration, par exemple, quand l'air passe par mon nez, et quand il ressort par mon nez ou par ma bouche, je peux me dire, par exemple, que sur une dizaine de respirations, je ne fais que écouter le bruit de mon souffle, à l'inspiration comme à l'expiration. Quand j'expire, je peux choisir, par exemple, de le faire beaucoup plus longtemps et de me dire, j'essaye de me dire que j'imite ou j'essaye de produire le bruit du vent ou le bruit des vagues. Déjà, si vous vous dites ça, vous allez quelque part penser à autre chose. Vous allez il y a peut-être une image qui va venir à votre esprit, naturellement, qui peut être l'image d'un endroit où vous étiez en vacances. Si vous pensez au bruit du vent, vous pouvez penser à une promenade à la campagne, en forêt, peu importe. Vous étiez sur un petit chemin, puis vous entendiez le vent. Voilà, on est déjà en train de défocaliser sur les pensées. Donc, la respiration, ça restera toujours vraiment une technique de choix et une technique de base. Deuxième chose, porter son attention sur le corps. Pourquoi? Parce que le cerveau, il est en train de vous faire cogiter sur l'extérieur, hein, tous les problèmes qu'on a évoqués tout à l'heure.
ce qui s'est passé, ce qui va se passer, la météo, les infos, etc. Donc, des choses qui se passent dans un autre espace-temps, ailleurs. Et si on le lui dit, au contraire, essaye de sentir, par exemple, là où je suis. Et l'avantage quand on est allongé dans notre lit, c'est que c'est la position du quotidien où on a ce qu'on appelle le maximum de points d'appui du corps, puisqu'on est allongé. Donc, en général, on va sentir notre tête, le rebord de notre épaule, le côté du corps, par exemple, si vous dormez sur le côté, la hanche, les jambes, etc. Et ce que vous pouvez faire, c'est, les yeux fermés, ramener votre attention sur votre corps avec l'idée de ressentir, par exemple, moi, c'est ce que j'appelle faire l'inventaire des points d'appui du corps. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes posé. Vous pouvez, par exemple, coupler ça avec la respiration. Moi, j'aime bien associer les deux et vous dire, j'inspire tranquillement, j'écoute le bruit de ma respiration. Et quand j'expire, j'essaye de sentir que mon corps est plus lourd. Comme s'il s'enfonçait un peu plus dans le matelas. Ou je peux même sentir physiquement que ma tête est posée, j'inspire. Et quand j'expire, j'essaye de laisser aller, de libérer ma tête, et peut-être même ma nuque et mon cou, pour que ma tête s'enfonce encore un peu plus. Donc, tout ce qui va nous ramener sur une attention vers le corps, c'est quelque chose qui peut aider à favoriser et la décontraction, puisqu'en fait, on est en train de poser le corps, on n'est pas obligé de le tenir, là, je suis en train de me tenir, là, c'est le matelas, après, c'est le matelas qui vous tient. Et puis, c'est déjà une détente mentale, parce que vous êtes en train d'être dans les sens, par exemple le sens du toucher, puisque vous ressentez le contact de votre corps. Vous êtes aussi dans le sens de l'ouïe, puisque vous écoutez votre respiration. Plus on est dans les sens, moins le cerveau va se maintenir dans la cogitation. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et la troisième possibilité qu'on va avoir, c'est d'utiliser la visualisation, par exemple. Alors, visualiser, c'est super simple. Ne vous en faites pas une image ou une représentation extraordinaire, hein, comme si on était obligé de créer des personnages ou des paysages en HD, vous savez, comme quand vous regardez votre écran de télévision avec des couleurs hyper précises. On visualise tous de manière différente, on visualise un petit peu en superposition, hein. Il y a aussi des images qui peuvent être fluctuantes, on en voit une, on en voit une autre, on voit des bribes, on ne voit jamais des choses très très précises. Mais en tout cas, la visualisation, surtout si elle est positive, va détourner les pensées de l'aspect anxiogène et négatif. Et ça évite d'avoir à penser à quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Quand tu parles de visualisation, c'est visualiser quoi, par Alors, exemple? Ça peut être quelque chose que toi, tu aimes bien, quelque chose qui te fait plaisir. Ça peut être un bon souvenir. On pourrait parler, par exemple, de l'insomnie du dimanche soir. Il y a peut-être des gens qui connaissent ça, hein, parce qu'ils commencent à se projeter dans la semaine qui arrive. Au lieu de se projeter dans la semaine qui arrive, se dire, je vais me remémorer un bon moment de ce week-end. Moi, j'aime mieux les bons moments à l'extérieur. Et si vous prenez, par exemple, un bon moment où vous avez, je ne sais pas, vous êtes allé faire du vélo, vous avez vu un joli paysage, ou bien vous vous êtes promené au bord de l'eau, vous étiez, je ne sais pas, au bord d'un lac, d'un étang, d'une rivière, vous regardiez les arbres. Il a fait assez beau quand même le week-end dernier, donc vous dira, ça sentait déjà le printemps. Plus vous allez amener à vous ce qu'on appelle des contenus positifs, l'éclairage, ce petit reflet du soleil sur la surface de l'eau, vous avez peut-être vu des canards, vous entendiez vos pas sur le sol. Donc, vraiment être sur des visualisations qui soient des visualisations positives. Mais ça peut être aussi se remémorer ses vacances, hein, s'il y a un endroit que voilà, vous aimez particulièrement parce que vous y allez souvent. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, tous ces contenus positifs, au lieu de nous faire cogiter, vont vraiment accompagner la détente physique et la détente mentale. Et puis, de temps en temps, dans la visualisation, on va ajouter des choses pour les pensées. Comme par exemple, il y a une visualisation que j'aime bien pour les pensées, c'est ce que j'appelle la technique du robinet. Alors, la technique du robinet, c'est quoi? Vous allez penser à un robinet dans votre salle de bain. Plutôt dans la salle de bain parce que c'est une pièce de détente. Moi, j'aime bien. Donc, si vous avez une douche, vous allez prendre le robinet de la douche. Si vous n'avez pas de douche et que vous avez
Non, pardon, si vous avez une baignoire, vous allez prendre le robinet de la baignoire. Si vous n'avez pas de baignoire et que vous avez une douche, vous allez prendre le robinet de votre lavabo, peu importe. Et vous allez visualiser, alors vous y penserez ce soir peut-être ou cette nuit, parce que quand je vous l'explique comme ça peut paraître un peu bizarre. On va imaginer qu'ici, en plein milieu de notre front, on visualise, on imagine qu'on a justement ce petit robinet. Et en se focalisant sur ce robinet, c'est-à-dire sur le centre du front, hein, ça peut être un petit peu là, ce point-là, au-dessus des sourcils, on va imaginer qu'avec ce robinet, on laisse de l'eau couler. C'est-à-dire qu'on laisse couler, on laisse glisser les pensées. On n'essaye pas de les empêcher, parce qu'en fait, c'est comme si à l'intérieur, il y a un réservoir de pensées. Donc, on ne se dit jamais que le réservoir est vide. 50 000 pensées par jour, il y a toujours des pensées dans le réservoir. Mais on se dit que tranquillement, on laisse couler, on laisse couler, on laisse couler, on laisse passer. On ne cherche pas à les trier, on ne cherche pas à fermer le robinet en se disant « je ne veux pas que ça sorte », etc. Au contraire, si une pensée arrive, on laisse couler. Si une autre pensée arrive, on laisse glisser, on laisse couler, avec l'idée quand même que l'eau, ça emporte. Hein. On est vraiment dans quelque chose qui va être un peu au fil de l'eau. Hein, ça va glisser au fil de l'eau. Donc ça, c'est une technique qui est possible vraiment avec cette idée de canalisation des pensées. D'accord. Alors, il y en aurait bien d'autres encore, hein. Mais je vois l'heure tourner. Oui, Peut-être que vous avez, voilà, peut-être, Lise, qu'on peut prendre quelques-unes des questions. On a dépassé notre temps imparti, mais on va quand même pouvoir partager quelques questions. Alors, il y avait quand même, tu l'as abordé très rapidement, mais on s'était mis de côté mon conjoint ronfle. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, il y a des solutions objectives, hein, un conjoint qui ronfle, il y a des opérations qui sont possibles, voilà. Mais oui, mais bon, Oui. après, on peut avoir le choix de faire chambre à part, je ne sais pas, c'est à vous de décider ce qui vous va. Les bouchons d'oreilles, ça fonctionne. Et puis, si vraiment c'est pénible à ce point-là, c'est-à-dire qu'en plein milieu de la nuit, vous vous réveillez, il est 3 heures du matin, vous avez les yeux grands ouverts et que là, c'est plus du tout possible. Alors, moi, j'aurais tendance à vous dire, au bout d'un moment, essayez de défocaliser. C'est-à-dire qu'au lieu d'être, Oui. vous êtes ici, d'essayer de revenir ici et de faire, par exemple, ce que je vous ai conseillé tout à l'heure, c'est d'écouter votre respiration. Hein, de vous caler sur le bruit. Mais j'ai des gens qui me disent, et en particulier des dames, qui me disent, bah oui, mais mon conjoint, il ronfle plus fort que ma respiration. Bon, à ce moment-là, vous allez finir votre nuit sur le canapé du salon, vous allez essayer de vous rendormir. Voilà, c'est un peu, mais on peut pas, voilà, on peut pas mettre un oreiller sur la tête de son conjoint quand il ronfle complètement. On essaie de composer, de faire avec. J'ai une autre question, alors on se l'était notée également, elle est revenue dans les commentaires. Avec l'âge, on dort moins bien. Bon, il y a une personne qui parle du mal dormir des retraités, mais je pense que c'est plus lié à l'âge. Alors, moi, je pense, ça reste une croyance. Avec l'âge, le sommeil diminue un petit peu en quantité. On va dormir un petit peu moins longtemps. Il semblerait que les besoins de sommeil soient moins importants. Ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais ce qui est très important, c'est qu'il faut garder une bonne qualité de sommeil. Dans les besoins de sommeil, et là je reprends les recommandations médicales, on ne devrait pas descendre en dessous de 6 heures par nuit. D'accord ? Oui. L'idéal, alors en fonction de l'âge, etc., des besoins, de la fatigue, hein, on ne va pas donner des choses, on est sur des fourchettes. Bon, quand on est enfant, quand on est ado, on sait que les ados dorment beaucoup plus, mais le minimum, on dit, c'est 7 heures. Si vous êtes à 6 heures, il faut quand même vous en occuper. Mais ce n'est pas parce qu'on prend de l'âge que ne voyez pas le moins bon sommeil comme une fatalité. Il faut travailler dessus. Et puis tout simplement parce que quand on est à la retraite, ce n'est pas parce qu'on ne travaille plus qu'on a moins de soucis. On a parfois le souci de ses enfants, de ses petits-enfants, de se demander si leur travail, ça se passe bien, si leur vie de famille, si leurs études. Donc, c'est des sujets aussi de préoccupation. Mmh. Et peut-être parce que nous, on a peut-être moins à la retraite, on va peut-être être plus préoccupés pour les autres. Donc, peut-être ça fait partie des raisons qui fait qu'on cogite plus. Alors, je vous rappelle que les cogitations, si vous pensez, par exemple, que vous avez votre petit-fils qui passe son bac, ce n'est pas parce que vous y pensez la nuit qu'il va l'avoir ou pas l'avoir.
hein. C'est la seule chose que vous puissiez faire, c'est le soutenir et l'encourager. Mais ne négligez pas la qualité de votre sommeil. On a un témoignage de Robert qui nous dit que depuis qu'il est à la retraite, il dort moins, mais son sommeil est de meilleure qualité. Et bien voilà, donc il prouve. Et alors, peut-être aussi, quand on est à la retraite, on peut avoir aussi quelque chose qui peut aider, qui est de faire la sieste. Et qu'une sieste d'un quart d'heure, par exemple, ou 20 minutes après le déjeuner, va nous aider beaucoup à récupérer et finalement à réguler nos besoins sur la journée, hein. Donc ça, on peut quand même plus facilement le faire quand on est en retraite. Laurence, comment je peux savoir si mon sommeil est de qualité? J'ai un petit peu la réponse. Alors, c'est sur le site de ccmo.fr, dans ma rubrique Ma santé et moi, vous pouvez faire un test. Ça évaluera, ça vous donnera des indications sur la qualité de votre sommeil. Donc, rendez-vous sur ccmo.fr. Nous avions le Je dors moins bien le dimanche soir. Oui, bah ça, j'en ai parlé, hein, ça fait partie… Alors, ce qu'on conseille parfois, c'est de garder pour le dimanche une activité plaisir pour le dimanche après-midi. Et de finir quelque part le week-end, alors pas en étant épuisé, en vous disant je vais aller faire la fête, parce que ça, c'est pas forcément super pour le lundi, mais l'anxiété du dimanche soir, elle est bien connue, à la fois le blues du dimanche soir, que ce soit pour les enfants ou pour les adultes. Voilà, essayez de vous faire un petit rituel un peu inhabituel, peut-être même en famille pour le dimanche. Une dernière question, Laurence. La température idéale pour s'endormir, avoir froid aux pieds est-il un obstacle au sommeil? Alors, j'ai envie de vous dire, en ce moment, on dit 19. Alors, on dit 19 pour les économies d'énergie, mais je pense que 19, c'est bien aussi. 19, 20, ça dépend de votre sensibilité. Pour ne pas que la température du corps soit trop chaude. Même chose pour les bains chauds, hein. Si vous aimez bien prendre un bain très chaud, oui, mais laissez au moins une demi-heure, voire 3/4 d'heure avant d'aller vous coucher. Parce que si la température du corps est trop élevée, vous aurez beaucoup plus de mal à vous endormir. Hein, donc, la chambre à 19, c'est bien. Moi, j'ai des gens qui dorment à 16. Hein. Oui. Après, c'est un peu… En général, quand on est sous la couette ou sous votre couverture, on n'a pas froid. On peut avoir un petit peu froid au bout du nez. Alors, les pieds, je suis d'accord avec vous, c'est un peu compliqué, hein. Avoir froid aux pieds la nuit… Une bouillotte. Oui, la bouillotte pour s'endormir. Une bouillotte Alors pour moi, je s'endormir. suis très adepte de la légère, du surmatelas chauffant, hein, que je mets un petit peu avant de m'endormir. Je l'éteins et je vais profiter, mais c'est vraiment les jours où il fait très froid. Alors, j'ai quand même une dernière là que je pense que ça peut être intéressant de répondre à Laurence. Laurence pose la question, alors pardon, je reviens en arrière. Qui consulter quand on a des problèmes de sommeil? Ah, de toute façon, d'abord votre médecin. En particulier, si vous avez déjà un médecin généraliste qui vous connaît, hein, votre médecin de famille, il faut lui en parler en premier lieu, en lui disant, voilà, ça fait quand même quelques semaines. Les préconisations qu'on donne, c'est si vous avez 3 mauvaises nuits, hein, donc sur une semaine, il y a vraiment 3 mauvaises nuits où vous avez mal dormi et ça dure depuis 1 mois, 3-4 semaines, parlez-en quand même à votre médecin. Ne vous résignez pas, il y a plein de solutions possibles. Il y a des solutions autogérées, hein, la sophrologie, la méditation, c'est vraiment… alors la pratique du sport, hein, ça va être le yoga, ça va être des solutions autogérées que vous allez pouvoir gérer par vous-même, donc ce qui est rassurant. Et puis, il y a tout un panel de solutions qui existent, médicales, voilà, ça peut être aussi pour les ronflements, l'apnée du sommeil, par exemple, on n'en a pas parlé, hein, mais il y a des solutions pour l'apnée du sommeil. Aujourd'hui, même les gens qui font de l'apnée, il y a des masques qui vont être très différents d'une personne à l'autre. Donc, on peut adapter les masques, c'est plus du tout des trucs qui ressemblent à des usines à gaz et qui pouvaient faire peur. Donc, ne vous résignez jamais face au sommeil. Il y a des solutions et parlez-en à votre médecin. Le premier conseil, c'est vraiment votre médecin. Merci Laurence. Merci à vous et merci On pour va vos clore questions. cette conférence. Donc, je souhaite remercier tous les participants de leur participation. Je te remercie, Laurence, d'être fidèle depuis de nombreuses années à la CCMO. Merci. Et Puis j'ai nous toujours apporter plaisir tous tes à conseils. vous retrouver aussi sur les podcasts. On peut peut-être renvoyer vers le podcast. Justement, oui. Voilà. J'espère qu'on a pu répondre à toutes vos questions.
et vos interrogations, vous apporter des solutions. Je vous rappelle que sur le site de ccmo.fr, il y a énormément d'outils. Il y a des vidéos, il y a des podcasts, il y a les replays des conférences que vous pouvez consulter, qui sont à votre disposition. Et à partir de demain débutent les consultations en agence. Donc, si vous êtes proche d'une de nos agences, vous pouvez vous rendre en agence pour rencontrer un professionnel de santé spécialisé dans le sommeil. Donc, alors les dates sont demain à Beauvais, mercredi à Creil, jeudi à Compiègne et vendredi à Amiens. C'est de 9h30 à 17h. Vous pouvez vous inscrire sur ccmo.fr. J'espère que j'ai répondu à tout, que j'ai donné toutes les informations. Alors, le sommeil, c'est un sujet dont on pourrait parler pendant des heures et des jours, mais effectivement, il y a beaucoup de ressources, donc intéressez-vous à votre sommeil. Ne restez pas isolés avec vos éventuelles insomnies. Je vous remercie tous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle conférence. Au revoir. Bonne soirée à tous.